Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, les titres de ce journal. En participant au sommet mondial du gouvernement, le chef du gouvernement rwandais qui se trouve à Dubaï, aux Émirats arabes unis, Dr Edouard Ngirente, a déclaré que le développement du Rwanda, notamment dans les domaines socio-économiques, est le résultat des choix que le pays a réalisés en investissant dans la technologie et l'innovation. Lancement ce lundi au siège de la Cour suprême d'une campagne consacrée à la lutte contre la corruption dans les tribunaux. Le thème retenu pour la campagne est « La corruption est un crime qui te souille, ne lui accorde pas la raison d'être ». Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le chef du gouvernement rwandais se trouve à Dubaï, aux Émirats arabes unis, au sommet mondial des gouvernements. Le Premier ministre, Dr Edouard Ngirente, a déclaré que le gouvernement du Rwanda, notamment dans le domaine socio-économique, est le résultat du choix que le pays a réalisé en investissant dans la technologie et l'innovation et en renforçant les capacités des jeunes. Kassim Youssouf nous fait le point. Au cours de ce sommet, le Rwanda a eu l'opportunité de présenter au monde ses innovations et la particularité de son leadership en tant que catalyseur de changement dans le développement économique par l'intermédiaire des innovations et la technologie. Le Premier ministre a à ce propos fait observer que l'avenir de l'espèce humaine va reposer sur la technologie et les innovations, raison pour laquelle le Rwanda s'est avant tout engagé à investir dans des infrastructures de technologie en tant que socle de la révolution socio-économique. Depuis 2018, le Rwanda a débuté le processus d'installation de la fibre optique dans tout le pays, de manière qu'actuellement la couverture Internet de la 4e génération est à hauteur de 95%. Cela fait qu'à travers la technologie, des services tant publics que privés abordables et fiables sont fournis. Ce que nous avons réalisé dans le développement de la technologie, c'est considérer en priorité ce qui suit. Mettre en place une législation et un audit afin de permettre la liberté du secteur de la technologie et la communication et attirer les investissements. Autre chose, c'est accélérer la distribution des infrastructures dans le cadre de la connexion des gens tout en multipliant les réseaux et les canaux de communication et accorder à différentes sociétés de communication l'autorisation de travailler. Le résultat obtenu est qu'actuellement 90% des services publics sont fournis à l'aide de la technologie et nous mettons tout en œuvre pour que tous les services soient fournis à l'aide de la technologie pas plus tard que 2024. Le Premier ministre a en outre indiqué que le Rwanda investit dans des infrastructures routières, dans la technologie agricole et dans l'éducation de qualité, soulignant que le Rwanda a choisi de fournir davantage d'efforts dans la formation technique et professionnelle. Le docteur Ngirente Edouard a fait savoir que le renforcement des capacités de jeunes a été particulièrement pris en considération car ils constituent la majorité de la population du Rwanda et qu'ils sont la base du développement et la prospérité. Nous commençons à réaliser des résultats concrets dans ces programmes. Par exemple, depuis 2000, la croissance économique du Rwanda chaque année est d'au moins 7%. Le produit intérieur brut de chaque citoyen a triplé et l'espérance de vie est passée de 49 à 62 ans en 2022. La capacité du Rwanda pour attirer l'investissement étranger s'est accrue suite aux réformes qui ont été effectuées pour faciliter l'investissement et nous sommes toujours dans les premières places. Ceci a permis l'accroissement de la production intérieure et le commerce s'est développé. À propos du programme de relance économique après la pandémie de Covid-19,
le Rwanda a mis en place des facilités dans le cadre de l'accélération de l'investissement privé dans les secteurs essentiels tels que l'industrie. Toutefois, l'investissement dans d'autres domaines est le bienvenu et nous lui accorderons des facilités dans tous les domaines. Les participants au World Government Summit 2023 à Dubaï débattent sur l'avenir des gouvernements en ce qui concerne l'accélération du développement en matière économique et de gouvernance. Toujours est-il que le président du Forum économique mondial, Klaus Schwab, a fait savoir que le monde traverse actuellement une période pénible de changements fréquents, notamment dans les domaines économiques et politiques, soulignant que les gouvernements devraient comprendre que la coopération internationale sera toujours essentielle. Just imagine, in 2050, Imaginez qu'en 2050, le monde devra doubler sa production intérieure brute actuelle, même si elle enregistre seulement une croissance de 3% chaque année, et sa population sera de 10 milliards de personnes ayant besoin de l'électricité et des combustibles. Nous devons également nous rappeler l'objectif des accords de Paris sur la réduction du gaz carbonique polluant. Ce n'est pas cette révolution en matière de l'énergie qui exige au moins 3 milliards de dollars chaque année qui va changer la situation de l'économie mondiale. Nous ne devons pas ignorer les changements qui sont en train de se produire dans le processus des échanges internationaux. En considérant aussi la révolution en matière politique, on constate que nous sommes en train de quitter l'ordre mondial unique pour différents ordres mondiaux. Cela signifie que nous nous dirigeons vers un monde dont les efforts sont dispersés, où nous devons travailler afin qu'il y ait des gouvernements qui se conforment à la loi et à la coopération internationale. C'est pour la 10e fois que le World Government Summit est organisé. Y ont participé différents hauts dirigeants en provenance d'un peu partout au monde, dont des chefs d'État et de gouvernement, des directeurs des sociétés et organisations internationales et des leaders d'opinion dans différents domaines au niveau mondial. Actualité nationale en bref et en images. Ce lundi, au siège de la Cour suprême, s'est tenue une rencontre visant à lancer officiellement une semaine de campagne consacrée à la lutte contre la corruption dans les tribunaux. Le thème retenu pour la campagne de lutte contre la corruption est « Corruption est un crime qui te souille, ne lui accorde pas la raison d'être ». En participant au lancement de cette campagne, le président de la Cour suprême, Dr Faustin Ezequiel, s'est félicité de la coopération dans la lutte contre la corruption et d'autres crimes connexes. Il a déclaré que la corruption continue d'être un obstacle aux différents programmes visant la lutte contre la pauvreté et le développement du pays, et cette corruption entame la confiance du peuple dans les institutions. Le président de la Cour suprême affirme également qu'il existe une forte volonté de lutter contre la corruption et d'autres délits connexes. Audience au Parlement, Chambre des députés, ce lundi, la présidente de la Chambre, honorable Mukabalisa Donatil, s'est entretenue avec une délégation des parlementaires ougandais de la Commission sur la santé. Les visiteurs vont également s'entretenir avec la commission de la Chambre des députés du Parlement rwandais chargée du bien-être de la population. L'objectif de cette visite est l'échange d'expériences entre les deux organes, ainsi que les agents des instances de base et les organisations non gouvernementales de deux pays. Le ministère de l'Unité de Rwandais et de l'engagement civique indique que la distribution des livres se rapportant à l'histoire du Rwanda en général et à celle du génocide perpétré contre les Tutsis en particulier contribue considérablement à lutter contre le génocide et son idéologie, comme nous l'a dit Kassim Youssouf. Certains jeunes affichent la volonté de connaître l'histoire véritable du pays, mais ne trouvent parfois pas de bons livres qui s'y rapportent. En tant que jeunes, nous devons savoir qui nous sommes. Vous pourriez vous appeler Rwandais, mais manquer d'informations sur l'histoire du pays. Nous devons donc lire et être informés sur notre histoire, car elle façonne qui nous sommes.
Nous, en tant que jeunes, en avons besoin, surtout que c'est nous qui avons besoin de connaître ce qui s'est passé, ce qui se produit au Rwanda au jour le jour, car les personnes âgées sont au crépuscule de la vie et c'est à nous de comprendre que demain ou après-demain, le Rwanda va rester dans nos mains. Il faudrait avoir suffisamment de livres expliquant très bien l'histoire dans les écoles secondaires et les universités et je crois que cela peut être d'une grande importance, surtout que ceux qui connaissent cette histoire sont en train de vieillir et deviennent faibles alors que nous sommes des jeunes. Au final, si rien n'est fait, l'histoire disparaîtrait ou serait mal interprétée. Les écrivains qui rédigent sur l'histoire du pays et du génocide en particulier indiquent qu'il y a encore des lacunes du fait qu'on trouve ceux qui ne sont pas encore guéris pour écrire sur ce qu'ils ont vécu. Nous avons encore des rescapés qui ne sont pas encore guéris de ce qu'ils ont vécu. Il n'est pas donc facile de leur demander d'écrire sur leur vécu et leur histoire, et ce n'est pas indispensable de le faire maintenant. La guérison est un processus et parfois personnel. Nous pensons qu'au fil du temps, les rescapés pourront écrire et ceux qui ont participé au génocide perpétré contre les Tutsis ayant plaidé coupables et demandé pardon pourront donner des informations. Tout cela, c'est l'histoire qui doit être écrite. Les écrivains disent en outre que s'il y a ceux qui ont déjà rédigé des livres, ça donne de l'espoir, ajoutant que les jeunes devraient avoir davantage de volonté pour les trouver et les lire. Le pays dans lequel vous vous trouvez a une histoire. Cherchez à connaître cette histoire avant toute autre chose et après cela maîtriser la physique, la chimie et autres, mais en ayant suffisamment d'informations sur votre histoire. Le ministère de l'Unité des Rwandais et de l'engagement civique indique qu'on accorde actuellement un appui aux écrivains, surtout dans le domaine de la recherche, afin que les livres en rédaction soient de bonne qualité et rapportent l'histoire véritable, ajoutant que les livres disponibles sont distribués pour qu'ils atteignent un grand nombre possible de personnes. Notre objectif est d'enseigner davantage à chaque citoyen l'histoire, les fondements du Rwanda, l'unité des Rwandais, comment elle a été détruite et comment la restaurer. Nous voulons que toutes les institutions publiques disposent de ces livres et les distribuent aux citoyens à tous les niveaux. Les livres que le ministère de l'Unité des Rwandais et de l'engagement civique est en train de distribuer sont également donnés aux bibliothèques publiques pour que ceux qui les fréquentent puissent connaître l'histoire du pays, l'unité et la réconciliation, et c'est également pour aider à combattre le négationnisme et le révisionnisme du génocide perpétré contre les Tutsis et pour aider à consolider l'unité des Rwandais, comme l'indique ce ministère. Les autorités des instances de base affirment que la Société des mines et carrières joue un rôle important pour le développement de la population. Certains parmi les habitants, dont les résidences sont voisines de ces sociétés, témoignent de l'avantage qu'ils tirent des activités effectuées dans les sociétés des mines et carrières. Le récit d'Amandine Dikoumassab. Partout dans les districts de la province du Sud, au Rwanda, il est observé une augmentation des activités minières et plus de 70% des travailleurs de ces entreprises vivent près de leur lieu de travail. Ces derniers indiquent que ce qu'ils font comme activité rentable leur permet de se développer personnellement et ils se sentent utiles avec l'esprit de contribuer au développement national. En plus de fournir de l'emploi aux personnes des localités proches des entreprises, les propriétaires des sociétés de mines et carrières sont impliqués dans d'autres activités liées au développement des districts où elles opèrent. L'exploitation de mines et carrières emploie 110 000 personnes, dont 36 000 travaillent dans l'exploitation minière proprement dite et 34 000 dans les carrières. Il existe actuellement 289 licences minières d'ordre national et le maire du district de Kamoni, le Dr Sylvain Nahaye, déclare que les sociétés minières ont la responsabilité de continuer à coopérer avec les instances de base. Actualité nationale en bref et en images, proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO,
et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012 en tant que journée internationale. La journée mondiale de la radio est célébrée le 13 février. La radio reste donc l'un des médias les plus fiables et les plus utilisés selon les différents rapports internationaux, rappelle l'UNESCO. Aujourd'hui lundi, les thèmes de la 12e édition de la Journée mondiale de la radio est Radio et paix. À l'occasion de la Journée mondiale de la radio 2023, l'UNESCO souligne que la radio indépendante est un pilier de la prévention des conflits et que la consolidation de la paix. La radio est un facteur important et un élément essentiel du maintien et de la transition vers la paix. La radio professionnelle s'attaque à la fois aux causes profondes et aux déclencheurs des conflits avant qu'ils ne s'enclenchent en violence. Au cours de la célébration de la Journée internationale de la radio au Rwanda, certains professionnels se sont retrouvés en secteur Mhanga de la cellule avec la population locale. Lors de cet événement, les journalistes ont pu échanger avec le public face à travers des interviews et des commentaires portant sur les nouvelles diffusées par Radio Rwanda, et certains jeunes ont pu démontrer leur talent face au micro. Le Rwanda est l'un des 7 pays africains qui recevront 2 milliards de francs rwandais de la Banque africaine de développement, BAD en sigle, pour investir dans les véhicules électriques. Le secteur des transports du pays représente 7% du PIB du Rwanda et représente également 14% des émissions de carbone. Suivez. 1 million de dollars américains, soit environ 1 milliard de francs rwandais, a été fourni par la Banque africaine de développement BAD par le biais du Fonds pour l'énergie durable pour l'Afrique, CFA en sigle. Il est destiné à 7 pays dont le Kenya, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud et le Rwanda. Ce projet de transport propre devrait réduire les émissions de carbone de 2 175 000 millions de tonnes et fournir un emploi permanent à 19 000 travailleurs. À l'avenir, la demande des véhicules propres continuera de croître, encore plus qu'aujourd'hui, à mesure que les villes continueront à se développer et que la population augmentera et que l'économie se développera. Nous sommes très heureux de recevoir cette subvention de la Banque africaine de développement. C'est un signe de la confiance de l'institution financière internationale et qui montre la volonté politique du pays de développer des transports propres. Il faut dire aussi que cela fait également partie de l'objectif du Rwanda de construire une économie qui réduise considérablement les émissions de carbone. La politique du Rwanda en matière d'élaboration de programmes et d'orientation pour une économie respectueuse du climat, préparée par le ministère de l'Environnement, montre que le secteur des transports représente 7% de la production mondiale du pays et est responsable de 14% de la pollution par le carbone. Certains de ceux qui ont investi leur argent dans ce secteur des véhicules électriques sont satisfaits de la détaxe sur ces véhicules et disent qu'il leur sera plus facile de s'appuyer sur les institutions financières pour obtenir des capitaux. Nous résolvons en particulier le problème du coût élevé qui est notre objectif principal, car bien qu'il semble que ce soit des motos conventionnelles, nous changeons également ces motos conventionnelles en motos électriques, afin de résoudre le problème des pollutions de l'air, car les motos conventionnelles ont des moteurs qui émettent des substances toxiques dans l'air. 7 des 17 objectifs du développement durable auxquels le monde s'est engagé d'ici à 2030 sont une énergie abordable et durable. Lors de sa visite au Rwanda, la directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Kristalina Georgieva, s'est félicitée de la manière dont le Rwanda s'est efforcé de développer ces modes de transport des personnes sans polluer l'atmosphère. Actuellement, au Rwanda, il y a 8 entreprises qui importent des véhicules électriques, dont plus de 1000 motos, 50 voitures électriques et plus de 200 voitures hybrides qui utilisent à la fois de l'électricité et l'essence. Parlons à présent francophonie en faisant un rappel de grandes réalisations qui font la fierté de l'Organisation internationale de la francophonie sous le premier mandat
de Mme Louise Mushikiwabo comme secrétaire générale de la francophonie de 2019 à 2022. Le point avec Jean-Damascène Manichim. Depuis la prise de fonction de Mme Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF en 2019, la francophonie se félicite d'avoir une organisation repensée pour plus d'agilité, une programmation plus stratégique pour plus d'impact, l'instauration d'un cadre normatif plus renouvelé pour les 3 instances de l'OIF, un suivi et une assistance budgétaire plus solide, une stratégie et un plan d'organisation pour des ressources humaines adaptées, une organisation recentrée sur les rangs des priorités stratégiques, la langue française dans la diversité linguistique, action politique et citoyenne, la coopération solidaire sur les enjeux stratégiques. En 4 ans au total, ce sont plus de 500 000 apprenants impliqués dans l'apprentissage du français. En plus, l'OIF a déjà mis en place depuis 2020 le programme de mobilité des enseignants. Il s'agit d'une mission qui a débuté par le Rwanda en 2020 avec une équipe d'abord de 23 enseignants de français suivis de 45 autres de la 2e promotion en vue de renforcer l'enseignement et l'apprentissage du français au Rwanda. Depuis février 2022, le Ghana bénéficie également de ce programme. Il s'agit d'abord de 21 enseignants et formateurs de la langue française, suite à un processus de sélection mené conjointement par l'OIF et le ministère ghanéen de l'Éducation. Les réalisations de l'OIF sous le premier mandat de Mme Louise Mushikiwabo, c'est aussi plus de 17 000 enfants qui ont bénéficié d'actes d'état civil, plus de 10 jeunes participant à la consultation jeunesse 2020, 650 000 personnes impactées par l'initiative de l'OIF en matière de climat. On dénombre aussi 47 000 femmes et filles bénéficiaires du fonds La francophonie avec elles. Fin de ce journal. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Excellent après-midi à toutes et à tous.